Bonjour et bienvenue dans cette première capsule consacrée à une question fascinante en morphosyntaxe, l'usage des noms propres avec des articles partitifs. Nous allons explorer des cas comme «J'ai lu du Proust», «C'est du Pierre tout craché» ou encore «Il y a du Sarkozy dans ce discours», des phrases qui semblent familières mais qui remettent en cause bien des idées reçues. Regardons ces trois phrases. 1. J'ai lu du Proust toute la nuit. 2. C'est du Pierre tout craché. 3. Il y a du Néron dans cet homme-là. Dans les trois cas, un nom propre est précédé de l'article partitif du, ce qui semble étrange si l'on considère que les noms propres désignent des individus uniques. Comment expliquer cela? C'est ce que nous allons voir. Dans ces constructions, le nom propre ne désigne ni une personne précise, ni un lieu identifiable. Il évoque quelque chose produit par associé à ou typique de cette personne. Par exemple, dire «Il y a du Paris dans cette ville» sonne étrange, car Paris n'a pas produit la ville. En revanche, «Il y a du Combray dans ce village» peut se comprendre comme une référence à l'univers proustien. Ces constructions fonctionnent surtout avec des personnes célèbres, écrivains, musiciens, figures historiques. On peut dire du Proust, du Verdi, du Bob Marley, mais difficilement du Stéphane Corbin si le nom est peu connu. Pourquoi? Parce que le nom propre ici ne désigne pas une personne mais un style, une œuvre, une empreinte. Et cela suppose une référence culturelle partagée. Un autre fait fascinant. Dans ces constructions, on utilise toujours le masculin, même lorsque le nom propre est féminin. On dira par exemple «J'ai lu du Sand» ou du Jane Austen. En revanche, des formes comme «de la Sand» ou «de la Jane Austen» ne sont pas recevables. Ce n'est pas une erreur, mais un indice que le nom propre perd son statut d'individu genré pour devenir une catégorie culturelle. Le même phénomène s'observe avec les noms de marques. On dira du Chanel ou du Dior, même si ce sont des marques perçues comme féminines. À l'inverse, on n'entend jamais de la Chanel ou de la Dior. Le partitif masculin devient ici la norme, car le nom propre fonctionne comme une étiquette de style, indépendamment du genre du référent. On retrouve une logique similaire avec l'article défini dans des emplois génériques. On dira par exemple «Il sait très bien lire le Racine» ou «Il joue mal le Chopin». Là encore, on ne dit pas «la Sand» ni «la Taillefer» dans ce contexte. Le féminin est systématiquement neutralisé au profit du masculin. Pourquoi ce masculin imposé? Parce qu'on ne parle pas ici de la personne elle-même, mais de son œuvre, de son style ou de son image. On passe donc d'un référent individuel à une abstraction neutre. Comme on dit le beau ou le vrai, on dira le Hugo ou du Picasso. Le nom propre se désindividualise pour devenir porteur d'une valeur abstraite. Cette lecture ne s'applique pas au nom commun. Dire un écrivain ne veut pas dire une œuvre écrite par un écrivain. En revanche, un Proust peut désigner une œuvre, un extrait ou un style associé à Proust. C'est la relation entre le nom et son produit qui rend possible cette métonymie. Prenons un exemple frappant. Du Dickens signifie une œuvre de Dickens. En revanche, de l'écrivain reste ambigu et peu naturel. Le nom commun désigne une personne, pas une production.
Le nom propre, lui, absorbe sa production dans sa référence. Ce glissement sémantique est précisément ce qui rend possible l'usage du partitif avec un nom propre. Les noms propres métonymiques précédés du partitif, comme du Dickens, ne peuvent pas fonctionner comme sujet thématique dans une phrase déclarative standard. Par exemple, dans la phrase « Du Dickens m'a tenu compagnie cette nuit », l'énoncé paraît incorrect. On comprend que l'intention est de dire que la lecture d'un texte de Dickens a accompagné le locuteur, mais syntaxiquement, cette construction n'est pas recevable. En revanche, la construction devient acceptable si le verbe est au conditionnel. Du Dickens me plairait en ce moment. Ici, on interprète l'énoncé comme « S'il était possible de lire du Dickens en ce moment, cela me plairait ». Autrement dit, le nom propre métonymique précédé d'un partitif peut difficilement occuper la position de thème en début de phrase, sauf dans certains contextes modalisés. Remarquons également que dans son article, Flo semble confondre le thème avec l'agent. Elle parle de sujet agentif, là où nous parlons ici de sujet thématique, c'est-à-dire l'élément mis en avant au début de la phrase comme support du propos. Lorsqu'il s'agit d'une métonymie quantitative, on observe parfois une alternance entre du et de l, notamment en fonction de la forme phonétique du nom propre. Par exemple, il y a de l'apollinaire au programme est recevable, mais certains locuteurs acceptent également. Il y a du apollinaire au programme. C'est moins courant, mais possible, surtout si le nom est perçu comme commençant par un son consonantique. Autre exemple, il y a du Hugo au programme est tout à fait standard, mais certains pourraient proposer il y a de Hugo au programme, ce qui paraît moins naturel, voire étrange à l'oral. Enfin, il y a de l'Homère au programme est une forme courante, tandis qu'il y a du Homère au programme semble moins attesté, car Homère commence par un H aspiré. On comprend donc que le choix entre du et de L dépend en partie du comportement phonétique du nom propre, notamment la présence d'un H aspiré ou non, mais aussi de l'usage courant et de la nature de la métonymie. Dans la deuxième partie de la diapositive, on constate que lorsque la métonymie est de type qualitatif, c'est-à-dire quand le nom propre renvoie à un style, une manière, une marque personnelle, la forme du s'impose presque systématiquement. Par exemple, il y a du André là-dessous évoque une touche personnelle de style. On dirait plutôt du Alice que de l'Alice dans ce contexte. Et on dira du Hugues plutôt que de l'Hugues. Ce sont des usages ancrés dans la subjectivité et l'approximation stylistique, où le nom propre devient étiquette plus que désignateur. Le du métonymique qualitatif marque ainsi une appartenance à un univers, une manière d'être ou d'écrire. On voit ici que les noms propres métonymiques peuvent être associés à des activités situées dans le temps ou dans l'espace, selon qu'ils désignent une œuvre, un style ou un contenu perceptible. Par exemple, j'ai écouté du Rossini hier. L'action s'inscrit clairement dans le temps, tout comme j'ai contemplé du Vermeer tout l'après-midi. Ici, même si la tournure est moins courante, elle reste compréhensible. L'expression il y a du Vermeer dans ce musée fait basculer dans l'espace. Le nom propre désigne une présence matérielle localisée, une œuvre exposée. Même chose avec. Il y avait du Rossini au programme de ce concert. J'ai vu du Vermeer toute la soirée sur Arte. Ou encore, grâce à ce nouveau CD-ROM, j'ai regardé du Vermeer pendant 2 heures hier soir. Le nom propre prend alors une valeur de contenu médiatisé, accessible par un support, et s'inscrit dans une durée mesurable. Enfin, dans les 2 derniers exemples, la métonymie devient quantifiable. J'ai lu du Dickens pendant toutes les vacances évoque une activité globale étalée sur le temps. Mais j'ai lu 2 Dickens, quelques Dickens ou ces Dickens pendant les vacances montrent que le nom propre peut aussi passer au pluriel, devenir dénombrable à la manière d'un nom commun.
Ce glissement entre noms propres de masse et noms propres discrets illustre bien la plasticité syntaxique et sémantique des noms d'auteurs en français. Dans le domaine des arts plastiques, les noms propres peuvent facilement désigner des objets matériels, discrets, qui occupent une place dans l'espace. Il s'agit d'œuvres individualisables, tableaux, sculptures, rattachées à un artiste. On dira par exemple un Berthe Morisot de Brancusi. Ici, le nom propre est substantivé pour désigner directement une ou plusieurs œuvres d'un artiste. Il est traité comme un nom commun au singulier ou au pluriel selon les cas. On observe donc une discrétisation du nom propre qui devient un désignateur d'objets artistiques identifiables. Mais en parallèle, ces noms peuvent aussi être massifiés, c'est-à-dire employés comme des noms de masse pour désigner une production dans son ensemble ou une impression stylistique diffuse. Par exemple, j'ai admiré du Picasso, le musée a acheté du Matisse. Dans ces cas, on ne parle pas nécessairement d'une œuvre unique, mais de l'univers pictural de l'artiste ou d'une production non spécifiée. Le nom propre est alors traité comme une matière artistique, perceptible mais non comptée. Cette coexistence entre emploi discret et emploi massifié est typique des noms propres dans le champ de l'art. Ils circulent entre désignation d'objets et désignation de style ou de traces culturelles. Le fonctionnement des noms propres dans le domaine de la musique présente des particularités intéressantes. On distingue notamment une opposition entre usage dense et usage discret. Par exemple, on dira j'ai écouté du Mozart, ce qui correspond à un emploi dense, global, sans qu'on ait besoin de spécifier une œuvre en particulier. Cela renvoie à une expérience d'écoute qui peut être continue, diffuse, non délimitée. À l'inverse, j'ai écouté un Mozart suppose une discrétisation. Le nom propre désigne alors une unité identifiable, un morceau, une sonate, une œuvre unique. On retrouve ce phénomène dans la phrase « Tous mes Mozart sont sur le haut de la pile ». Le nom propre est alors substantivé au pluriel pour désigner des objets concrets, des disques, des partitions, marquant une certaine matérialisation. On a besoin d'un support médium pour que cette lecture soit possible. Selon Galmiche, on peut parler ici de transfert de catégorie. Le nom propre passe du statut de désignateur d'auteur à celui d'étiquette d'œuvre par un processus de discrétisation. C'est ce qui distingue aussi les produits musicaux, qui relèvent d'une perception continue dans le temps, des produits plastiques perçus comme objets discrets dans l'espace. La remarque de Kleiber prolonge ce constat. J'ai écouté un Mozart est grammaticalement acceptable, mais moins naturel que j'ai écouté du Mozart. L'expression du Mozart est perçue comme renvoyant à un tout, une masse stylistique cohérente, même si elle est constituée d'unités internes. Mais dans certains contextes, la discrétisation s'impose, comme dans J'ai écouté un Céline Dion. Ici, l'énoncé désigne une chanson, une création particulière parmi d'autres. Et lorsque l'on dit ce Mozart était magnifique, cela peut référer soit au compositeur lui-même, soit, par transfert, au morceau entendu en fonction du contexte. De même, cette Céline Dion était magnifique peut désigner la chanson écoutée, tandis que cette Céline Dion était magnifique avec une intonation ou une accentuation différente peut viser la chanteuse elle-même. Ce jeu de référence illustre bien la richesse interprétative des noms propres dans les discours sur la musique. Dans le cas de la littérature, le clivage entre l'espace et le temps est moins marqué que dans les arts visuels ou la musique. Le nom propre peut renvoyer à différents statuts du livre, objet, œuvre ou matière littéraire. Prenons d'abord l'exemple « Ce livre pèse lourd ». Ici, le nom commun « livre » est pris au sens physique, comme un objet matériel. Il a une masse, un poids, il occupe une place. En revanche, ce livre est ennuyeux. Ici, on ne parle plus de l'objet,
mais de l'œuvre elle-même, de son contenu, de son effet sur le lecteur. C'est une appréciation esthétique ou cognitive. Le nom propre peut ensuite être intégré dans une construction comme j'ai acheté un Hugo. Il s'agit alors de l'achat d'un livre signé Victor Hugo. L'emploi du nom propre fonctionne comme désignateur d'un produit éditorial identifié, un volume, un support tangible, mais on peut aussi dire j'ai acheté du Hugo. Dans ce cas, on parle plutôt de l'achat d'une quantité indéfinie d'écrits de Hugo ou d'une œuvre perçue comme matière littéraire fluide, non discrète. Il s'agit d'un effet de massification du nom propre, semblable à ce que l'on observe avec du Mozart ou du Matisse. Ainsi, le nom propre dans le domaine littéraire oscille lui aussi entre un usage discret, un Hugo, un livre identifiable, et un usage massif du Hugo, un ensemble, une œuvre perçue globalement. Mais contrairement aux arts plastiques ou à la musique, le passage de l'un à l'autre est plus souple, plus progressif. La distinction entre œuvre, objet et matière est moins rigide, car le livre est à la fois contenu et contenant. On retrouve ici une variation très intéressante dans la manière dont les noms propres peuvent être introduits dans le discours, notamment à travers l'usage de du, l'absence de déterminant, ou encore la présence de l'adjectif tout. Dire j'ai lu du Hugo implique une lecture partielle ou indéfinie, une activité non bornée. On imagine une immersion dans un extrait de l'œuvre sans préciser de limite. En revanche, j'ai lu Hugo sans déterminant laisse entendre une forme de contact direct, presque institutionnalisé avec l'auteur ou son œuvre. Ce type de construction est plus rare et souvent marqué discursivement. Avec J'ai lu tout Hugo, le sens bascule vers un accomplissement. On suggère que l'on a lu l'ensemble de l'œuvre ou une part considérée comme exhaustive. La totalité est ici grammaticalement construite. Ce contraste se retrouve aussi dans d'autres domaines. J'ai écouté du Verdi renvoie à une expérience musicale diffuse, non délimitée. J'ai écouté Verdi suppose une certaine reconnaissance immédiate de la référence. Et j'ai écouté tout Verdi ajoute l'idée d'une écoute exhaustive, probablement médiée par un support comme un coffret ou une playlist complète. Il en va de même pour J'ai admiré du Vermeer, Vermeer ou tout Vermeer, autant de degrés d'engagement, de généralité ou de complétude. Enfin, lorsque le nom propre est précédé de un ou de tout un, l'effet change encore. J'ai lu un Hugo désigne un volume particulier, un objet éditorial identifiable, mais tout un Hugo évoque un volume perçu comme dense, représentatif, presque paradigmatique. On dira aussi tout un Verdi, tout un Matisse, pour marquer l'intensité ou la richesse de l'expérience. Ces variations ne sont pas anodines. Elles traduisent des nuances aspectuelles. On passe d'une activité à un accomplissement, d'une perception globale à une saisie discrète, de la matière à l'unité. Le phénomène s'étend aussi à ce qu'on appelle la métonymie qualitative. Ici, le nom propre ne désigne pas une œuvre ou un objet matériel, mais un style, une manière d'être ou encore une essence reconnaissable. On dira par exemple c'est du Pierre tout craché, une expression familière qui signifie ce comportement, ce trait de caractère est typiquement celui de Pierre. Même chose avec c'est de l'Oriane tout pur, on identifie un style, une manière, une posture propre à la personne désignée. Et c'est bien du Mozart fonctionne de la même façon, il ne s'agit pas d'une simple identification de contenu, mais d'un jugement de conformité à un type, d'un effet de reconnaissance stylistique. Ce fonctionnement peut être éclairé par des notions énonciatives telles que celles proposées dans la tradition culiolienne. Il s'agit ici d'une adéquation entre une occurrence, l'extrait qu'on observe, et un type, ce qui fait qu'on reconnaît immédiatement l'auteur, l'artiste ou le style. Dans cette métonymie qualitative, on observe aussi une neutralisation du genre. On dira c'est du Nelly tout craché, mais non, c'est de la Nelly tout craché qui paraît étrange. Le masculin s'impose alors comme forme grammaticale par défaut, indépendamment du genre du référent. Il s'agit d'un fonctionnement typifiant où l'on ne désigne plus une personne sexuée,
mais une incarnation de style. Autre différence importante, contrairement à la métonymie quantitative, la métonymie qualitative ne suppose pas nécessairement une notoriété. On peut très bien dire c'est du Julie tout craché ou c'est du Mehdi tout pur, même si ces personnes ne sont connues que dans un cercle privé. C'est donc la reconnaissance d'un type personnel et non d'un auteur canonisé qui déclenche l'effet métonymique. Enfin, ce glissement qualitatif peut se retrouver jusque dans les titres de livres. On dira « J'ai lu le dernier Amélie Nothomb, usage courant, fondé sur une reconnaissance de style. Mais j'ai lu le dernier Nelly fonctionne beaucoup moins bien, sauf si la personne est déjà perçue comme une figure reconnaissable, stylisée, presque publicisée. » Ainsi, la métonymie qualitative révèle la capacité du nom propre à désigner non plus seulement un individu ou une œuvre, mais une manière, une identité discursive, une empreinte typique. Ce type de fonctionnement métonymique se retrouve dans de nombreuses constructions expressives, comme celle étudiée par Gary Prieur, où le nom propre typifie une attitude, un geste, un style. On entendra par exemple des phrases comme agir de la sorte, voilà bien du Louis, ou du Marie. Ici, l'attitude est immédiatement rapportée à une personnalité bien connue du locuteur, comme une signature comportementale. De même, cette casquette, c'est bien du Louis ou du Marie, suggère que l'accessoire correspond parfaitement au style ou au goût de la personne évoquée. Autre formulation, agir ainsi, voilà du vrai Louis ou du vrai Marie, où l'on insiste sur l'authenticité du comportement, considéré comme typiquement représentatif de l'individu. La formule est souple. Cette gaffe, c'est bien du Louis. Ça, c'est du Louis tout pur ou du Marie tout pur. Dans tous ces exemples, le nom propre fonctionne comme un label identitaire. Il ne désigne plus un individu, mais une manière d'être, un trait distinctif, un modèle récurrent. On est ici dans le registre de la métonymie typifiante, où ce qui est désigné n'est plus l'être mais le comportement, l'effet de style, la trace discursive, et cela peut s'appliquer à n'importe qui, célèbre ou non, dès lors qu'une certaine régularité, une forme d'empreinte, est reconnue. Ce sont donc des constructions hautement expressives qui condensent une forme de jugement identitaire dans un nom propre devenu emblème. On retrouve des emplois métonymiques dans des constructions syntaxiques variées, comme celle introduite par un présentatif ou un verbe support. Prenons cette phrase « Ce Louis me plaît bien ». Ici, ce Louis désigne une version particulière de Louis dans une situation donnée. Ce n'est pas seulement la personne en soi, mais une facette, un comportement contextuel. Même chose dans « Ce n'est pas du Louis, ça » ou encore « Ce n'est pas du Marie, ça ». Le locuteur exprime un jugement implicite. Le comportement observé ne correspond pas à l'identité qu'on associe habituellement à Louis ou Marie. Il y a écart par rapport au type attendu. Autre formulation, ce Louis-là me plaît bien, ou ce Louis-ci m'énerve prodigieusement. Là encore, le nom propre est utilisé pour désigner une instance circonstancielle de la personne, un avatar contextuel, souligné par le démonstratif et éventuellement l'adverbe. Enfin, on retrouve ces effets dans des phrases comme « c'est du Marie, ça » ou bien « c'est tout Louis ». Dans tous ces cas, on ne parle pas d'un individu au sens strict, mais de sa manière d'être perçu à travers une situation donnée. Le nom propre devient vecteur d'un type comportemental et les marqueurs comme ce, ça, tout ou du viennent encadrer cette typification. Ce sont des emplois hautement expressifs, typiques de l'oral et du discours évaluatif. Ce processus de typification du nom propre se retrouve aussi dans des constructions avec extracteurs, en particulier celles introduites par c'est ou voilà. Prenons c'est du Louis, ça, ou voilà du Marie. Dans ces expressions, le nom propre est extrait et mis en valeur à travers une construction présentative. L'objectif n'est pas d'informer, mais de souligner une identité discursive ou comportementale. Ces tournures sont très fréquentes à l'oral. Elles permettent de commenter une action, une parole, un geste en les rattachant à une personne familière, perçue comme typique. Le nom propre devient ici une étiquette de style, un raccourci expressif
qui remplace une description plus longue. Ce du Louis ou du Marie n'est pas du tout une personne, mais une manière d'être, une trace reconnaissable dans le discours. Il s'agit d'un effet de métonymie qualitative en contexte évaluatif, souvent marqué par une certaine connivence entre locuteurs. On sait à quoi ou à qui on fait référence, même sans tout expliciter. Ces constructions à extracteurs ne servent donc pas à désigner, mais à typifier, qualifier, parfois juger ou valoriser à travers le nom propre devenu support d'une identité stylisée. Ce type de fonctionnement, où le nom propre désigne un comportement typique, peut être comparé à celui de l'antonomase. L'antonomase, on le sait, consiste à utiliser un nom propre comme un nom commun pour généraliser une qualité attribuée à une personne célèbre. On dira par exemple « ce garçon c'est un vrai Don Juan » ou « c'est une Marie Curie des temps modernes ». Mais avec les tournures métonymiques que nous avons vues, du Louis, du Marie, tout un Hugo, on assiste à un autre phénomène. Ce n'est pas le nom propre qui devient un nom commun, mais le nom propre qui est reconduit comme tel, tout en perdant sa fonction référentielle directe. En effet, du Louis ne renvoie pas nécessairement à Louis en tant que personne, mais à une qualité perçue comme caractéristique de Louis. On n'a donc pas une véritable antonomase, mais plutôt une métonymie typifiante où l'on reste dans le registre du nom propre, mais en modifiant son fonctionnement sémantique. Autrement dit, dans l'antonomase, le nom propre change de statut grammatical pour devenir un type commun. Dans la métonymie typifiante, le nom propre garde son statut, mais glisse vers une fonction qualitative, parfois évaluative, toujours liée à une identité discursive perçue. Cette distinction permet de mieux comprendre l'expressivité des constructions comme ça, c'est du Louis ou ce n'est pas du Marie, ça, qui restent pleinement dans le champ du nom propre, mais fonctionnent comme des effets de style. Les constructions à extracteurs, comme c'est du Louis, ont l'avantage d'être moins figées que les structures à présentatifs plus classiques. Elles sont plus souples syntaxiquement, notamment parce qu'elles acceptent l'interrogation. On peut ainsi poser des questions comme « Est-ce qu'il y a du Pierre là-dessous ?» Ici, on s'interroge sur la source ou l'identité implicite d'un comportement. Il s'agit d'une question sur la typification posée avec une certaine connivence discursive. On peut également dire « est-ce du Sylvette tout pur » ou « n'est-ce pas du Sylvette tout pur ?» Ces formules relèvent d'un interrogatif rhétorique qui invite souvent à confirmer une évaluation déjà implicite. On remarque d'ailleurs que dans ces constructions, la forme négative est fréquente. Agir ainsi, n'est-ce pas du Louis ? On n'attend pas vraiment une réponse, mais une adhésion à un jugement partagé. Ces interrogations fonctionnent donc comme des outils discursifs. Elles permettent de valider une lecture typifiante d'un événement ou d'un comportement en l'associant à une identité stylisée incarnée par le nom propre. Ce type d'usage enrichit la gamme expressive du nom propre en le faisant entrer dans des modulations pragmatiques très fines entre questions réelles, ironie, confirmation implicite et reconnaissance sociale. Le nom propre peut également entrer dans des constructions à extracteurs combinées avec des adverbes de quantité ou de degré. On entendra par exemple « il y a un peu de pierre là-dessous »,« il y a beaucoup de pierre là-dessous ». Ces formulations suggèrent un degré d'intensité, une dose reconnaissable d'identité dans une situation donnée. Le nom propre est utilisé ici comme un repère gradable, ce qui montre à quel point il est devenu flexible dans son fonctionnement sémantique. On peut également comparer deux identités en disant « il y a plus de Pierre que de Louis là-dessous » ou encore « il y a plus de Pierre dans cette affaire-ci que dans cette affaire-là ». Ces énoncés n'ont de sens que si Pierre et Louis sont identifiés comme type discursif, porteurs de traits caractéristiques perceptibles dans les événements évoqués. On peut même les combiner. Il y a un peu de Pierre et beaucoup de Louis dans cette affaire. Ce qui est fascinant ici, c'est que le nom propre fonctionne comme un attracteur de traits.
Il permet de qualifier une situation par projection, en évaluant la proximité discursive entre l'occurrence et un type. Dans une perspective culiolienne, on dira qu'on envisage une altérité structurée par un gradient. Chaque nom propre sert de centre attracteur et l'on mesure ce qui en relève en intensité ou en extension. On construit ainsi une représentation floue mais directionnelle, où le nom propre devient outil d'analyse énonciative plus que simple désignateur. On peut distinguer deux types fondamentaux de métonymie à partir de leur fonctionnement syntaxique et sémantique, les métonymies quantitatives et les métonymies qualitatives. Dans la métonymie quantitative, le nom propre désigne le produit d'une activité, une œuvre, une production artistique ou littéraire, conceptualisée comme une substance. Celle-ci peut être continue, comme dans du Mozart ou du Hugo, où l'œuvre est pensée comme un flux, une matière diffuse, ou discontinue, comme dans un Picasso ou un Colette, où l'œuvre est segmentée, individualisée sous forme d'unités discrètes, tableaux, livres, etc. Dans ces cas, la syntaxe accepte des déterminants, des quantifieurs, des structures partitives ou dénombrables qui reflètent la discrétisation du référent. À l'inverse, dans les métonymies qualitatives, le nom propre renvoie non plus à un produit ou à une œuvre, mais à des comportements, des attitudes, des marques identitaires. Et là, on observe une rupture au niveau syntaxique. Prenons l'exemple. Il y a un Pierre là-dedans. Ce type de construction semble inacceptable ou du moins très marqué, car on ne peut abstraire un individu de ses actes aussi facilement que l'on isole une œuvre de son auteur. Autrement dit, le sujet ne peut être dissocié de ses comportements. Il n'y a pas de véritable processus de discrétisation. On ne passe pas de la personne à un objet segmentable. C'est pourquoi ces métonymies qualitatives résistent à certaines constructions syntaxiques, notamment celles qui supposent une objectivation, une nominalisation du produit. Elles restent ancrées dans une relation interprétative directe entre sujet et comportement. Le nom propre fonctionne ici comme trace immédiate d'un style personnel et non comme support d'un produit délimité. L'emploi du partitif du ou de la avec un nom propre repose souvent sur une conception continue du référent. C'est ce qu'on observe ici avec des constructions comme il y a du Néron dans cet homme-là ou il y a de la Jeanne d'Arc en elle. Ces structures relèvent d'une métonymie qualitative à visée interprétative. Le nom propre n'est pas employé pour désigner une personne historique précise, mais pour évoquer des traits de comportement, une attitude, une posture symbolique. Il s'agit d'un usage antonomastique à effet qualitatif. La construction il y a du X en Y où il y a de la X en Y correspond syntaxiquement à un extracteur existentiel. On extrait une part, une composante, une influence, comme on le ferait avec une matière fluide ou une qualité intangible. Le recours au partitif traduit cette conception non segmentée. On n'identifie pas un Néron ou une Jeanne d'Arc, mais du Néron, de la Jeanne d'Arc, c'est-à-dire une présence diffuse non bornée. On trouve également ces structures dans des constructions figées comme « j'ai découvert de la Jeanne d'Arc en elle » ou « tu découvriras du Néron dans cet homme-là ». Ces expressions sont syntaxiquement proches des emplois avec nom commun désignant des matières, du courage, de la sagesse, mais appliquées ici à des noms propres. Elles indiquent que le nom propre est interprété comme source de traits typiques, objectivables en partie. Ce type d'emploi serait difficilement compatible avec l'article indéfini un ou une, car cela impliquerait une unité discrète, ce qui contredirait la logique de continuum symbolique propre à ces constructions. Ainsi, le choix du partitif est ici pleinement motivé. Il permet d'exprimer une projection qualitative, non bornée, dans des phrases à valeur interprétative ou symbolique. Certaines constructions métonymiques montrent que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il n'y a pas toujours neutralisation du genre grammatical dans l'emploi du partitif avec un nom propre. Prenons l'exemple « Il y a de la Jeanne d'Arc en elle ». Ici, l'article partitif de la est pleinement justifié.
le nom propre Jeanne d'Arc est perçu à travers une projection qualitative, une trace discursive féminine compatible avec son genre grammatical. En revanche, la forme il y a du Jeanne d'Arc en elle est agrammaticale. Elle tente de forcer une neutralisation par du, alors que le nom Jeanne d'Arc féminin ne s'y prête pas. La structure est donc non recevable en français standard. On retrouve le même phénomène dans j'ai vu de la Jeanne d'Arc en elle, mais pas dans j'ai vu du Jeanne d'Arc en elle qui est là aussi fautive. Ce contraste est important. Il montre que, malgré la fonction qualitative et non référentielle du nom propre, le genre grammatical reste actif dans la syntaxe de la phrase. Cela permet aussi de différencier métonymie qualitative et antonomase. Dans une antonomase, on pourrait trouver un Jeanne d'Arc moderne en changeant le genre. Mais dans les constructions interprétatives comme il y a de la Jeanne d'Arc en elle, on maintient le genre d'origine, car on n'instancie pas un type, on reconnaît une part d'une figure historique dans un comportement. En résumé, la syntaxe ici ne permet pas une neutralisation générique du nom propre, car la construction suppose une projection qualitative partitive, cohérente avec le genre grammatical du nom. Les emplois métonymiques des noms propres peuvent aussi s'articuler à des adverbes de quantité ou de degré, ce qui renforce leur fonction qualitative. Prenons les exemples suivants. 86. Il y a un peu de Jeanne d'Arc en elle. 87. Il y a plus de Jeanne d'Arc en Marie qu'en Jeanne. 88. Il y a un soupçon de Jeanne d'Arc en Marie. Ces phrases mettent en évidence une gradation dans la présence de traits typiques associés à Jeanne d'Arc. Ici, des valeurs comme l'héroïsme, le sacrifice, la sainteté. Syntaxiquement, le nom propre est intégré à une construction partitive modulée par un quantifieur adverbial, un peu de, plus de, un soupçon de, qui vient nuancer le degré d'identification entre une personne et une figure emblématique. La structure. Il y a X de Y en Z repose sur un schéma à trois pôles. X, la quantité, adverbe ou groupe nominal. Ig, onna, le nom propre métonymisé. Z, la personne chez qui l'on reconnaît ses traits. Cette construction permet une projection qualitative graduée qui ne repose ni sur une identification stricte ni sur une substitution, mais sur un transfert de caractéristiques symboliques. Ce fonctionnement montre bien que les noms propres peuvent être mobilisés dans des évaluations subjectives, où ils ne désignent plus un référent unique, mais servent de repères stylistiques ou axiologiques exprimés à travers des marqueurs de degré. Il s'agit d'un usage où le nom propre, tout en restant syntaxiquement nominal, assume une fonction adjectivale implicite, indexée sur des traits perçus et partagés dans la communauté discursive. Dans certains cas, l'usage d'un déterminant indéfini avec un nom propre est plus recevable que l'usage d'un partitif, notamment lorsque la phrase comporte une prédication paradoxale. Considérons ces deux exemples. 90. Il y a de la vraie Jeanne d'Arc en elle. 91. Il y a en elle une vraie Jeanne d'Arc. Dans 90, l'usage du partitif avec l'adjectif vrai produit une tension grammaticale. Le partitif suppose une substance indénombrable, une qualité diffuse, mais l'adjectif vrai introduit une évaluation catégorielle qui suppose une entité délimitée et identifiable. Cette contradiction syntaxique rend la phrase 90 moins naturelle. En revanche, dans 91, le déterminant indéfini, une permet d'interpréter Jeanne d'Arc comme une instance symbolique, une figure incarnée et non comme une qualité diffuse. Cela rend la phrase grammaticalement et pragmatiquement plus acceptable. On est ici dans une construction que l'on peut qualifier de prédication paradoxale. On affirme qu'un individu est une autre figure, tout en sachant qu'il ne peut l'être en réalité. Mais cette tension est résolue syntaxiquement par l'usage du déterminant indéfini, qui crée un double niveau d'interprétation, littérale et métaphorique. Ce phénomène est très productif dans les usages discursifs. On dira plus volontiers c'est une vraie Mère Teresa ou il se prend
prend pour un Napoléon plutôt que d'utiliser un partitif qui serait ici grammaticalement malvenu. En somme, lorsque le nom propre est pris dans une fonction prédicative métaphorique, le déterminant indéfini est souvent préférable, car il permet une instantiation stylisée sans entrer en conflit avec les contraintes du partitif. L'un des critères essentiels pour qu'un nom propre puisse être employé dans une antonomase métaphorique, c'est qu'il soit reconnaissable dans l'espace discursif partagé. Autrement dit, la notoriété du référent est une condition nécessaire. Prenons les énoncés suivants. 82. Marie est une vraie Jeanne d'Arc. Cet énoncé est parfaitement recevable car le nom propre Jeanne d'Arc est porteur d'un imaginaire collectif clair, associé à des traits définitoires tels que le courage, la sainteté, le sacrifice. En revanche, dans 93, Marie est une vraie chrétienne. L'antonomase échoue. Le nom propre Christiane ne renvoie à aucune figure stabilisée dans l'univers discursif commun. L'énoncé semble privé de pertinence car il n'active aucun prototype culturel. Le même phénomène apparaît dans les constructions généralisantes. 94. Les Jeanne d'Arc sont des êtres d'exception. Cela fonctionne parce que Jeanne d'Arc est devenue un type discursif, quasi nominalisé. Mais 95, les christianes sont des êtres d'exception. Cet énoncé est infélicite en lecture antonomastique, car il manque le support d'une figure culturalisée. Il peut éventuellement être interprété comme un commentaire énonciatif sur un groupe désigné, mais sans valeur prototypique. On touche ici à un seuil d'activation culturelle. Pour que le nom propre puisse être généralisé comme nom commun, il doit être symbolisé, réifié en type. À l'inverse, la phrase « Il y a du Marie chez Christiane » n'est pas une antonomase, mais une métonymie qualitative où Marie est prise comme référent personnel connu dans un contexte intersubjectif. Dans ce cas, Christiane est topicalisée, c'est-à-dire qu'elle constitue le sujet principal du discours, tandis que Marie est évoquée comme source typifiante de certains traits. Ainsi, la notoriété est requise pour l'antonomase, mais pas pour la métonymie qualitative, qui fonctionne sur la base d'un partage localisé de référents entre les interlocuteurs. Certaines constructions peuvent ressembler à un emploi partitif tout en s'en écartant sur le plan sémantique. Ce sont des faux partitifs, où l'article partitif est utilisé non pas pour désigner une quantité, mais pour marquer une qualité ou une essence typique. Prenons les exemples suivants. 102, il y a de la Jeanne d'Arc en elle. 103, il y a de la sainte en elle. Dans ces phrases, de la Jeanne d'Arc ou de la sainte ne réfère pas à une portion mesurable d'une entité, mais à une trace de comportement symbolique. Le nom propre ou le nom commun fonctionne ici comme support de traits typiques, activés par l'interprétation discursive. Mais on peut affiner cette lecture à partir de la position syntaxique. Comparer 103a, il y a de la sainte en elle, avec un découpage prosodique qui laisse entendre une lecture générique. Il y a de la sainte, de l'ordre de la sainteté en général. 103b, il y a de la sainte en elle, avec une lecture partitive réelle, comme si on isolait une portion symbolique de sainteté. L'ambiguïté est renforcée dans 104, il y a un peu de la sainte en elle. 105, il y a un peu de sainte en elle. Dans 104, l'article défini introduit une lecture générique identificatoire. On évoque la figure connue de la sainte comme type. Dans 105, l'article indéfini permet une lecture plus partitive, presque quantitative, mais toujours symbolique. Ce type d'alternance pose la question: où s'arrête le partitif, où commence l'identification? La frontière est fine et seule l'analyse syntaxique et prosodique permet de trancher. On voit ici que les noms propres, comme les noms communs de type, peuvent entrer dans des constructions hybrides où les effets de sens dépendent de la microsyntaxe et de l'interprétation contextuelle.
On observe dans certaines constructions une hésitation entre une lecture partitive et une lecture générique, en particulier lorsqu'on utilise des noms typifiants comme sainteté, héroïsme ou des expressions comme la sainte. Prenons d'abord 106, il y a de là un peu de sainteté en elle. Ici, on a clairement un emploi partitif compatible avec une lecture quantitative. On parle d'une portion de qualité attribuée à un sujet. Mais si l'on tente, 107, il y a un peu de la sainteté en elle. L'énoncé devient fautif. L'article défini bloque la lecture partitive attendue. On ne peut pas extraire une quantité d'un type essentialisé sans entrer en contradiction syntaxique. En revanche, 110. Il y a un peu de la sainteté d'une martyre en elle est recevable car la post-modification d'une martyre vient préciser le type de sainteté invoquée. On obtient une lecture métonymique interprétative. De même, dans 111, il y a un peu de l'héroïque d'une martyre en elle. Le groupe nominal complexe permet d'ancrer la qualité évoquée dans une figure canonique, ici la martyre, tout en conservant un fonctionnement partitif. Mais le basculement vers une valeur générique est manifeste dans 112, il y a quelque chose de la sainte en elle. Le nom la sainte fonctionne ici comme type symbolique et l'expression quelque chose de introduit une lecture non quantitative mais typifiante. Comparé 113, il y a quelque chose de sainte en elle. Cette forme est fautive car l'absence d'article bloque l'accès à une référence générique stabilisée. De même, 114. Il n'y a rien de la sainte chez Marie repose sur une négation d'une projection typique acceptable syntaxiquement. Mais 115. Il n'y a pas de sainte chez Marie et 116. Il n'y a pas de la sainte chez Marie sont mal formés ou agrammaticaux, car ils tentent de quantifier une figure typique, ce que la syntaxe ne permet pas. Ce que ces exemples montrent, c'est que la stabilité de l'article, la nature du nom et la construction syntaxique déterminent si l'on peut parler d'un partitif réel, d'un faux partitif ou d'un emploi générique métaphorique. Les antonomases généralisantes, celles qui transforment un nom propre en nom commun de type, montrent des comportements particuliers du point de vue des déterminants en fonction du degré de généralisation. Prenons les exemples suivants. 118. Un Don Juan est souvent malheureux. 119. Les Don Juan sont souvent malheureux. 120. Le Don Juan est souvent malheureux. La première forme, avec un Don Juan, repose sur une instantiation stylisée. On considère Don Juan comme un type de personne et l'article indéfini permet d'en signaler une occurrence quelconque. Cela fonctionne comme avec un héros, un traître, etc. La deuxième forme, avec les Don Juan, étend cette logique à une généralisation catégorielle. On parle de l'ensemble des individus qui incarnent ce type, indépendamment de leur nom réel. Cette phrase est syntaxiquement correcte et sémantiquement claire. En revanche, la troisième forme, le Don Juan, semble moins naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle introduit une lecture spécifique unique, là où l'énoncé semble vouloir exprimer une généralisation. L'article défini singulier bloque la pluralisation typique de l'antonomase. On attendrait plutôt une caractérisation du référent historique unique, le personnage littéraire, ce qui crée une ambiguïté interprétative. Ce phénomène illustre une règle. La propriété exprimée par l'énoncé doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des occurrences du type évoqué et non à l'un d'entre eux pris isolément. C'est pourquoi le Don Juan est difficile à interpréter de façon générique. Ainsi, les antonomases généralisantes reposent préférentiellement sur l'article indéfini singulier, un Napoléon, une mère Teresa, ou l'article défini pluriel, les Einstein, les Picasso, tandis que l'article défini singulier,
introduit une tension interprétative. En somme, la grammaticalité et la lisibilité de ces constructions reposent sur la cohérence entre le déterminant utilisé et le... L'examen de certaines constructions antonomasiques permet d'affirmer que le genre grammatical n'est pas neutralisé dans les emplois généralisants des noms propres. Prenons les deux énoncés suivants. 121. C'est le type même du Don Juan. 122. C'est le type même de la Jeanne d'Arc. Ici, l'article défini du ou de la maintient le genre grammatical originel du nom propre. Cela montre que, même dans un emploi généralisant et typifiant, la syntaxe conserve la marque de genre, comme si le nom propre restait rattaché à un prototype sexué. Autrement dit, on ne dit pas le type même de Jeanne d'Arc sans article, ni le type même du Jeanne d'Arc car cela heurterait les règles d'accord. Ce maintien du genre grammatical signale que l'antonomase repose ici sur une référence incarnée. Don Juan reste une figure masculine, Jeanne d'Arc une figure féminine. Le nom propre, même métaphorisé, n'est pas réduit à un simple ensemble de traits abstraits. Il conserve une identité humaine sexuée projetée sur un nouvel individu. C'est là une différence fondamentale avec certaines métonymies qualitatives où le nom propre peut être exploité comme simple réservoir de traits symboliques sans conservation du genre grammatical. Exemple. Il y a du Néron chez lui. Ici, Néron devient une matière symbolique associée à la cruauté, à la tyrannie, etc., sans qu'on insiste sur la masculinité du référent. Mais dans une phrase comme C'est une vraie Jeanne d'Arc ou Il incarne parfaitement le Don Juan moderne, le genre est préservé et pertinent car le nom propre fonctionne comme un prototype humain animé doté de caractéristiques genrées. En somme, dans les constructions typifiantes à valeur généralisante, le genre grammatical du nom propre reste actif car il participe de la structure stéréotypique du type humain auquel on fait référence. Les noms propres, loin d'être de simples désignateurs rigides, peuvent adopter des fonctionnements syntaxiques et sémantiques variés. Ils peuvent se prêter à des métonymies qualitatives dans lesquels ils servent de référents interprétés à travers certains traits, ou à des antonomases où ils deviennent de véritables noms communs typifiants, porteurs de valeurs culturelles stabilisées. Les constructions partitifs avec noms propres mettent en jeu une logique de projection symbolique, souvent modulée par le genre grammatical du nom, le type de déterminant employé, partitif, indéfini, défini, et le statut culturel du référent, notoriété, capacité à fonctionner comme prototype. Dans les constructions à valeur généralisante, la syntaxe ne neutralise pas le genre, mais au contraire l'exploite pour renforcer la typification. Enfin, les effets d'ambiguïté entre partitifs réels, faux partitifs et instanciation stylistique soulignent l'importance d'une analyse fine de la microsyntaxe et des contraintes discursives. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les travaux suivants. Flo, N, 2000. Le nom propre et le partitif. Lexique, 15 93 116. Kleiber, G, 1991. Quand le nom propre prend article, le cas des noms propres métonymiques, onomastique et langue de contact. Acte du colloque de Strasbourg, Société française d'onomastique, page 11 à 20, disponible en ligne sur Percé, https www.percé.fr, doc ACESFO 01000, 00 1992 acte 7 1 1985. Ces analyses permettent d'ancrer nos observations dans une perspective théorique rigoureuse, au croisement de la sémantique, de la syntaxe et de la pragmatique.